Nouvelle édition du Printemps de l'économie, et tout particulièrement de cette table ronde ce matin autour de la mondialisation du commerce et de l'industrie, nouveaux acteurs, nouvelle époque, nous allons parler. Merci beaucoup à nos trois intervenants qui ont accepté d'apporter leurs témoignages et leurs analyses sur ce sujet. Je vous les présente très rapidement. D'abord, Michel Fouquin, qui est à ma droite, qui est conseiller au CEPI. Le CEPI, vous le savez, c'est le Centre d'études et de prospective et d'information internationale. Michel Fouquin est également professeur associé à l'Université Paris 1, qui est donc Panthéon-Sorbonne, professeur à l'Université Cato de Paris, et il est membre du conseil scientifique des GECO, des Journées économiques de Lyon, de tout temps, je crois, puisque 2009, depuis la création, quasiment. Ensuite, Michel de Bonneuil, qui est inspectrice générale des finances, administratrice de l'INSEE, l'Institut national de la statistique, vous le savez, qui travaille également à la Caisse des dépôts. Elle a travaillé sur de nombreux sujets divers, mais dont un que nous allons retenir par rapport au centre de notre discussion, qui est tout ce qui tourne autour de la nouvelle économie, bien sûr, lié aux technologies de l'information et de la communication, et surtout sur ce qu'elle a appelé, je crois, l'économie du quaternaire, c'est ça, qui est cette notion de nouveaux services incorporant des biens. Et ensuite, Louis Gallois, qui est à ma gauche, qui a occupé de nombreuses fonctions dans le secteur public et privé, à la direction du Trésor, en tant que directeur général de l'industrie, chez SNECMA, à EADS. Il a été commissariat général à l'industrie et M. Gallois est depuis avril 2014 président du conseil de surveillance de PSA, donc de Peugeot. Nous allons parler bien sûr de commerce international, d'industrie, dans un monde qui s'est considérablement transformé, globalisé au cours de la décennie des 20-30 dernières années, qui s'est développé fortement jusqu'à la crise de 2008-2009, dont nous allons certainement parler, avec l'arrivée bien sûr des pays émergents, des colosses que sont la Chine, l'Inde et autres. Un commerce qui a essayé de se réguler, notamment avec la création en 1995 de l'Organisation mondiale du commerce, cette grande instance qui est à Genève et qui regroupe, je crois, 160 pays, qui a succédé au GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Et en même temps que cette recherche d'organisation internationale, on a vu aussi, bien sûr, la création de groupes régionaux, d'entités régionales, à commencer à la même époque que l'OMC par l'ALENA, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, et d'autres accords régionaux dont nous allons parler. Parallèlement, une industrie qui s'est spécialisée, qui s'est aussi délocalisée, avec ce que ça comporte d'avantages, mais également, bien sûr, d'inconvénients, avec des gagnants et des perdants dans ces deux sphères du commerce international et de l'industrie. Des perdants qui se manifestent peut-être un peu plus actuellement, dans la mesure où la crise aidant, il est clair qu'il y a une contestation sur les bienfaits du commerce mondial, sur les bienfaits de cette délocalisation de l'industrie, et peut-être sur les bienfaits, et là nous basculons dans l'actualité, sur des traités qui sont en cours, qui sont très importants, dont vous avez certainement entendu parler, qui sont entre traités négociés, traités transatlantiques entre les États-Unis et l'Europe, qui fait suite à un autre traité entre les États-Unis et le Canada, et d'autres traités qui concernent même le Japon. C'est de cela dont nous allons parler avec nos invités. Petit détail technique, j'ai à ma droite Christopher, qui est donc un étudiant, et qui va m'aider dans la sélection des questions que vous pouvez poser, je crois, à tout instant, ou au fur et à mesure, si vous voulez une précision, au fur et à mesure de l'intervention de chacun de nos invités. Et voilà, et ensuite vous aurez bien sûr la parole pour les nombreuses questions que vont susciter leurs propos. Je voudrais commencer par vous, Michel Fouquin, pour peut-être, ce serait intéressant de nous présenter rapidement. Je vous demande chacun peut-être de respecter une quinzaine de minutes, pas plus, et vous aurez la charge de présenter un peu, de planter le décor, si je puis dire, de ce commerce qui a considérablement évolué, comme je le disais tout à l'heure. Merci, Michel. Merci. Merci de cette invitation, et je suis très heureux de participer à cette manifestation. Donc je vais essayer de me concentrer sur la dynamique de la mondialisation et savoir où nous en sommes à l'heure actuelle. Est-ce qu'on est dans une phase de démondialisation ou est-ce qu'on est simplement, on marque une pause dans le processus? Alors pour revenir un tout petit peu en arrière, il y a les deux crises financières, celle de 2008. Alors, celle de 2008 est intéressante. Je dirais qu'au moment où elle a éclaté, j'étais en Corée du Sud, au Korean Development Institute, en train de discuter des perspectives de croissance de la Corée du Sud. Et c'était le matin où on apprenait que Lehman Brothers faisait défaut et que quasiment instantanément dans la journée, tous les crédits à court terme
à l'exportation en dollars était gelé immédiatement. C'est-à-dire que l'industrie de la construction navale, qui est un point fort, un point très compétitif de l'économie coréenne, tout d'un coup, breakdown, tout d'un coup, c'était plus possible, il fallait arrêter immédiatement l'activité. Donc on a, dans cet exemple de la crise de 2008, l'impact, le lien très très fort qu'il y a entre la finance et le commerce international. On ne peut pas dissocier les deux. Et bon, le processus, vous le connaissez, de cette première crise, elle s'est résolue en partie avec une montée des dettes publiques qui ont conduit à la deuxième crise européenne, crise de la zone euro, qui intervient sur des économies qui sont déjà fortement fragilisées. Et donc, on a subi une double peine. Alors, exemple aussi du processus, je dirais, de démondialisation. J'ai fait là une petite estimation sur l'évolution du commerce international. Vous voyez que le point 2008, la chute 2008 est extrêmement brutale. C'est le rapport des échanges internationaux sur le PIB mondial. Donc brutalement, on a une chute. Et puis, les politiques de relance se mettent en place dans les différents pays développés et les choses repartent en 2009. Et puis patatras, on retombe dans les difficultés au niveau européen, l'Europe étant un acteur, le premier acteur du commerce international, évidemment. Et là, j'ai prolongé à partir des données 2014, 2015 et 2016. Alors, 2015-2016, c'est encore fragile, mais enfin, le FMI vient de sortir ses prévisions, l'OMC a fait ses prévisions. Moi, j'ai bidouillé un peu tout ça et je vous sors ça. Et avec l'idée qu'en 2015-2016, on va se trouver au point bas de la mondialisation commerciale. On va se retrouver encore à 20% du PIB mondial. Alors, dans le graphique suivant, je vais passer très vite, c'est pour dire, bon, en plus du commerce, qui est en bleu, là, qui représente à peu près 23%, je crois, du PIB mondial, on a les services en rouge, et puis on a les revenus de facteurs en vert. Ce qui fait que, si on veut une mesure un peu plus large de la mondialisation, on arrive à des niveaux de 35% environ. Alors, j'ajouterais par rapport à ça, on a une phase donc, de recul des indicateurs de la mondialisation. On en a un que je n'ai pas reproduit ici, qui est les flux transfrontières, les flux financiers transfrontières. En 2007, ils représentaient environ 21% du PIB mondial. Là, ils sont tombés à quelque chose comme, je ne me rappelle plus le chiffre exactement, 3%, je crois. Donc, c'est une chute extrêmement brutale. Ce qui veut dire que, en termes de finances internationales, de flux transfrontières, d'investissement, on a un assèchement jusqu'en 2014. Alors, il semble qu'en 2015, ça soit en train de repartir un peu, mais là encore, c'est évidemment la conséquence, c'est que le processus de mondialisation est arrêté à ce niveau-là. Alors, pour peut-être, je ne vais pas rentrer dans tout ce que j'avais marqué là, je dirais que la mondialisation, elle est commerciale, et quand il s'agit du commerce, les choses ont évolué relativement, je veux dire, depuis 1950, depuis le GATT, les États, notamment développés, ont négocié pour mettre en place un système de commerce international qui soit de plus en plus ouvert. Avec l'OMC, on a franchi une étape importante dans laquelle un organisme international, supranational, décidé par les États, où les États sont représentés, décide des règles du commerce international, et si un pays n'applique pas les règles, il y a des sanctions. Donc on a un organisme multinational puissant en matière de commerce international. Bon, celui-ci fonctionne, mais par contre, au niveau des nouveaux cycles de négociation,
on a un problème qui est que les cycles globaux, comme le cycle de Doha, ce qui s'appelle le cycle de Doha, est complètement à l'arrêt. Et au niveau du commerce international, on assiste, comme on vous l'a dit, comme Serge Marty vous l'a dit, on assiste à une régionalisation du commerce international. J'ajouterais que quand on regarde l'évolution des grandes banques internationales, on a décidé, à la suite des crises financières, d'un certain nombre de remettre à plat un certain nombre de règles financières, et ça conduit notamment à décider que certaines banques, je pense à la Royal Bank of Scotland, une des grandes banques qui a fait faillite, qui a été nationalisée, qui avait des actifs financiers de l'ordre du PIB allemand, hein, donc c'était une banque énorme, présente dans le monde entier, et bien, sa taille a été divisée par 2, et ses activités internationales ont été vendues, revendues, notamment, je crois, il y a 3 jours, là, il y avait dans le Financial Times, ils ont revendu toutes leurs activités hors Royaume-Uni. Et donc, on a une tendance forte dans le secteur financier bancaire à se rapatrier vers les territoires, l'Europe, les États-Unis, l'Asie. Donc là aussi, on est dans une phase d'adaptation pour essayer de corriger les effets négatifs qui ont émergé à partir de la crise, des 2 crises, pour un monde qui soit moins globalisé et plus réglementé. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Michel. Je pense qu'il y aura des questions. Peut-être deux sur l'évolution que vous avez rappelée, à savoir un fort développement, puis un ralentissement, voire un arrêt pour l'instant, et puis des accords comme Doha, effectivement, qui sont un peu enlisés. Est-ce qu'on peut mesurer quel a été l'apport des pays émergents, le degré d'ouverture des économies qui en a résulté? Je pense que ce serait intéressant. Je pense bien sûr à la Chine, qui se remet maintenant sur son marché domestique, la Chine qui a intégré l'OMC il y a quelques années, la Russie qui était candidate à l'époque, dans tous ces pays qui veulent être à la fois dans les négociations, mais qui aussi ont je dirais, des tactiques un peu différentes de celles des grands pays industriels traditionnels. Alors, il y a eu la Chine, l'émergence de la Chine qui est passée de 1%, moins de 1% du commerce mondial en 1980 à 17% aujourd'hui, je crois à peu près. On est dans ces... Donc, on a eu un choc chinois. Ce choc chinois, il est, je dirais, pas tombé du ciel d'une certaine façon. Il résulte des investissements internationaux des firmes multinationales qui ont investi des centaines et des centaines de milliards de dollars en Chine. Donc, sans la possibilité pour les capitaux occidentaux de s'engouffrer en Chine, il n'y avait pas d'explosion du commerce extérieur chinois. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, 60% à peu près, ou 60 à 70% du commerce extérieur chinois était le fait de joint venture, c'est-à-dire d'entreprises qui étaient occidentales et chinoises. Le gouvernement chinois imposait aux Occidentaux, disons pour faire vite, il y avait bien sûr des Japonais aussi, leur imposait un partenaire local. Donc tout le choc chinois, c'est un véritable choc. Tout d'un coup, vous aviez des centaines de millions de travailleurs chinois qui débouchaient sur le marché mondial. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut dire? La Chine demande aux instances internationales qu'on lui accorde une place équivalente à sa puissance économique. Or ça, pour l'instant, le FMI, la Banque mondiale, encore pire, la Banque asiatique de développement qui est dominée par les Japonais, traînent les pieds et ne laissent pas, ne font pas des propositions correspondant à la véritable puissance de la Chine. D'où la Chine a trouvé un moyen de contourner l'obstacle et de proposer la création de banques d'investissement dans les infrastructures aux pays voisins de la Chine. Il y a une stratégie chinoise qui n'est pas réellement mondiale, mais qui est asiatique, de devenir le leader de l'Asie. Et d'où, voulant être le leader de l'Asie, elle se confronte avec les États-Unis qui répliquent en essayant
d'organiser le Trans-Pacific Accord, qui est en cours de négociation, où il y a un certain nombre de pays d'Asie, sauf la Chine. Donc les Chinois accusent les Américains de vouloir les contourner, etc., etc. Donc on a, de ce point de vue-là, un lien très fort entre la liberté des mouvements de capitaux et les pays émergents. Les pays émergents se développant, ça a entraîné une tension très forte sur les matières premières, hein, d'où la montée en puissance, la montée extraordinaire des prix des matières premières, d'où relance économique dans tous les pays exportateurs de matières premières, l'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et tous les pays rentiers, je dirais la Russie, ont bénéficié dans les années 2000 à 2013 hein, d'une rente tout d'un coup qui a explosé et qui leur a donné un pouvoir d'achat extraordinaire et qui a donné un coup de fouet extraordinaire au commerce international. Là, on est dans la phase où les prix se sont cassés la figure. Les pays émergents, les pays rentiers sont en difficulté. Il y a des pays qui sont au bord du collapse, hein, du fait ils avaient espéré que les prix et les revenus des matières premières continueraient à croître. Et puis là, tout d'un coup, ils perdent 50% de leurs revenus. Et donc, problème, là aussi, on a une raison pour laquelle le processus de mondialisation marque un coup d'arrêt pour cette raison-là également. Merci. Une précision peut-être sur la banque investissement régionale asiatique que vous avez évoquée et que les Américains voient effectivement d'un très mauvais œil. Ce qui est intéressant, c'est de voir que de grands pays européens, notamment la France, en font partie, ont accepté d'en faire partie. Donc c'est quand même l'idée qu'il vaut mieux être dedans que dehors. La deuxième chose, j'ai encore une question peut-être et qui intéresse aussi Louis Gallois en tant qu'industriel, c'est l'impact monétaire, c'est-à-dire le dollar monte ou descend, l'euro, quand il est moins fort, c'est bon pour les exportations. On a deux grandes zones ennemies, si je puis dire, une zone euro, une zone dollar et puis une zone yuan. On travaille beaucoup sur la monnaie chinoise. Est-ce que c'est un facteur déterminant dans peut-être un regain des exportations de telle ou telle zone? Alors, il y a un effet mécanique. La baisse de l'euro fait que les exportations européennes étant assez fortement intra-européennes, tout ce qui est mesuré en euros baisse. Donc dans le commerce international, le poids de l'euro, le poids de l'Europe dans le commerce international, mécaniquement baisse. Donc ça aussi, c'est un effet, mais là, un petit peu artificiel, je dirais, hein, d'effets statistiques. C'est pas... Alors après, sur la question de la compétition internationale, bah, on sait que le hors euro, le hors Europe des échanges européens, si c'était la question, ça fait à peu près, je crois, 40% du commerce européen, qui n'est pas totalement vers une zone dollar, mais quelque chose qui se rapproche d'une zone dollar. Donc ça a un effet sur un bon tiers des exportations européennes. Peut-être en rester là pour l'instant. Je crois qu'il y aura des questions, on reviendra tout à l'heure. Mais je voudrais me tourner vers vous, Michel de Bonneuil. Là, on a parlé des grandes masses, des grandes économies. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, au-delà des relations commerciales qu'entretiennent ces économies l'une avec l'autre, les unes avec les autres, à l'intérieur de ces économies, ce qui est en train de se passer, la transformation de ces économies. On avait le secteur, vous le savez, primaire, secondaire, tertiaire. On a autre chose aujourd'hui. Vous avez travaillé sur ces nouvelles économies, sur ce qu'on appelle donc le quaternaire, tel que vous l'avez un petit peu défini. Il paraît très intéressant que vous puissiez nous en parler un peu. Merci, Michel. Merci, bonjour à tous. Donc, si vous voulez, il s'agit de voir un petit peu comment ces technologies nouvelles génériques du numérique vont bouleverser la façon de produire, de satisfaire les besoins et donc les échanges au niveau des différents pays. Il y aurait beaucoup de choses à dire, donc je vais me concentrer sur quelque chose dont vous avez beaucoup entendu parler, qui est ce qu'on appelle le coût marginal nul, hein, qui est une notion qui arrive comme ça, et qui est fondée sur le fait que dans cette nouvelle économie, en fait, l'équivalent des machines d'autrefois, de ce qu'on appelle les biens d'équipement, sont des logiciels qui sont des biens d'équipement immatériels. Alors, ça introduit des nouveautés considérables parce que un bien d'équipement immatériel, c'est un bien, on appelle en économie non rival, et il a cette caractéristique tout à fait particulière qu'il n'a pas de coût de reproduction.
peu. Il a en réalité un coût de conception, comme un bien d'équipement matériel, mais contrairement aux biens d'équipement matériel ou aux biens qu'on produit, qui ont certes un coût de conception, mais après ce qu'on appelle un coût variable, c'est-à-dire que chaque unité produite, vous êtes obligé de mettre des salariés et de la matière pour les produire, et donc vous avez un coût fixe de conception et puis des coûts variables de production de chaque unité. Voilà, toutes nos économies sont fondées là-dessus. Or là, nous sommes dans une nouvelle situation où nous avons des produits très particuliers qui sont donc à coût de conception fixe et à coût de reproduction nul. Donc évidemment, un certain nombre de nouveaux acteurs ont compris cela. En tout premier, ce qu'on appelle les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, etc., qui exploitent cette possibilité formidable en mettant en particulier sur nos iPhones, des applications, donc qui ne sont ni des biens ni des services, c'est des nouveaux produits, qui mettent à notre disposition ces logiciels. Et ensuite, alors c'est ça qui est intéressant, évidemment, il s'applique à ne plus introduire de coûts variables. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est qu'on reste dans du dématérialisé jusqu'au bout, parce que comme ça, si vous voulez, ils ont un marché mondial, ils peuvent partager leurs coûts de conception du logiciel en énormément de consommateurs, et c'est pour ça qu'on parle de coût marginal nul, parce qu'on divise un coût fixe en un nombre très important de consommateurs, et donc on tend vers un coût nul. Alors, comment tous ces acteurs font-ils pour éviter les coûts variables? Eh bien, ils déclenchent des sonneries qui vous font une alerte, ils vous déclenchent automatiquement un chauffage à distance, vous voyez toutes ces choses-là. Sinon aussi, il y a un aspect où il reste un déplacement de matière qui est l'e-commerce. Donc, vous faites votre marché comme ça, mais après, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous porter les biens. Et là, ils sont en train de réfléchir. Ils ont essayé les drones, mais bon, ça pose des problèmes. Donc, ils sont en train de nous préparer des imprimantes 3D qui feront que le consommateur produira lui-même à la maison. Et puis pour les biens plus compliqués, on est en train de nous fabriquer des Fab Labs qui nous permettront de produire près de chez nous les voitures, etc. Donc si vous voulez, on voit arriver cette façon de produire qui est le fruit, encore une fois, de cette nouvelle possibilité de ces logiciels à coût de reproduction nul. Et il y a une évolution extrêmement intéressante et à mon avis, sur laquelle il faut absolument réfléchir, qui est celle que, dans certains cas, ces logiciels, en fait, débouchent sur le fait que les consommateurs produisent eux-mêmes. On l'a vu donc dans le 3D ou les Fab Labs, mais c'est aussi le cas lorsque on a de la production entre pairs. C'est-à-dire que grâce à Internet, vous avez des logiciels qui vous permettent de savoir s'il n'y a pas un autre consommateur qui peut vous produire avec vous. C'est-à-dire, on peut échanger, on peut vendre, on peut partager, on peut... donc, si vous voulez, on voit se développer énormément de choses sur toutes sortes de biens existants, hein, les voitures, l'immobilier, vos maisons de campagne, etc. Donc, tout ça s'échange. Et celui qui organise tout ça, il ne fait qu'une chose, c'est du logiciel. Et tout le reste, il vous le fait faire. Voilà. Donc, cette évolution, c'est extrêmement intéressant parce que, bon, à la fois, elle pose des questions parce qu'il n'y a plus d'emplois autres que ceux qui fabriquent les logiciels, donc ça pose un vrai problème. Ça ne résout pas le problème du développement durable parce que tous ces biens qui seront échangés, qui viendra les recycler, etc. Bon. Et puis, si vraiment les consommateurs n'ont plus d'emploi, comment feront-ils pour acheter les biens en question? Donc, si vous voulez, bon, j'évoque juste ici quelques sujets, mais on voit bien que ça pose énormément de problèmes, mais que ça a un impact considérable sur les échanges, puisque finalement, si tout est produit localement, les échanges, il n'y en aura plus beaucoup. Voilà, donc je voulais lancer ce débat, vous voyez, qui est un sujet extrêmement intéressant, parce que, quoi qu'on en dise, ces façons de procéder conduisent à des monopoles mondiaux, et que
voilà, ça a l'air assez irrésistible. L'Apple Watch arrive, voilà, nous sommes là-dedans, et donc je pense que c'est important, surtout pour les plus jeunes, de réfléchir à ces sujets et de savoir comment on se positionne. Est-ce qu'on accepte ça? Vous avez vu, l'Europe dit c'est pas possible, les Google, il faut que, mais bon, il faut réfléchir à une riposte. J'ai pas le temps, c'est pas le lieu ici, mais je pense qu'il y a des ripostes. Nous ne pouvons pas vivre, je pense, avec une production totalement dématérialisée. Nous ne pouvons pas non plus vivre avec des consommateurs qui vont tout produire parce que c'est le retour à la case départ. Bon, comment fait-on pour retrouver des situations qui ne sont pas des situations de monopole mondiaux contre lesquelles personne ne pourra rien, mais qui permettent de retrouver une situation de concurrence avec des producteurs qui produisent, avec des salariés qui contribuent à cette production, qui, dans des chaînes de production dans lesquelles il y aura de nouveaux gains de productivité qui seront distribués sous forme de gains de pouvoir d'achat. Tout ça est possible, mais c'est une autre histoire. Et donc, voilà, j'écris un livre, si vous intéresse, je vous le dirai. Là aussi, peut-être, Michel, une ou deux observations ou questions. D'abord, sur toute cette nouvelle économie numérique, digitale, comme vous voudrez, est-ce que, vous avez dit tout à l'heure qu'elle aurait des impacts, elle a des impacts très importants en termes d'échanges. Est-ce qu'on peut évaluer l'impact qu'elle a en termes, je dirais, de croissance? Tous les pays, notamment les pays européens, sont en quête, bien sûr, de taux de croissance, des moyens de se réformer, etc. À cet égard, Louis Gallois a fait un rapport qui a fait date sur le sujet, sur les réformes à entreprendre, etc. Et quand on discute un petit peu avec des économistes dont vous êtes, on voit deux thèses. D'une part, on dit qu'on a toujours du mal à évaluer le poids de cette nouvelle économie. Et la deuxième chose, de sa contribution active à la croissance. Certains disent c'est formidable, c'est un comme on l'a connu au niveau des années 2000, et d'autres disent non, c'est complètement flat, c'est-à-dire que la croissance ne tire pas avantage de ces nouvelles formes d'économie. Quel est votre avis sur le sujet? Parce que c'est très important, je veux dire. Ça veut dire qu'il y a un gisement sur lequel il ne faut pas compter, donc est-ce qu'il ne faut pas revenir à des bases beaucoup plus anciennes et solides? Merci. Alors, effectivement, c'est le sujet. Donc, vous voyez en tout cas que ces nouveaux produits, ces nouvelles applications sur les iPhones, elles sont nulle part dans les statistiques. Hein. Bon, donc, si vous voulez, l'Apple Watch qui va... Bon, alors on va mettre les ventes d'Apple Watch, mais tout ce qui se passe dessus, et jusqu'à ce qu'elles ne se vendent plus, comme les téléphones d'ailleurs, et que ce soit par l'usage de tout ça. Bon, donc on voit bien que les appareils statistiques sont très démunis par rapport à tout ça. Je pense que le problème statistique est second, bien que je sois statisticienne de formation. Je pense qu'une fois que l'économie sera là et qu'on la comprendra, on la mesurera. On aura de nouveau des comptables nationaux géniaux, comme il y en a eu à l'INSEE il y a quelques décennies. Et je ne me fais pas du tout de soucis sur... il y en a toujours. Voilà, mais disons, pour inventer la comptabilité, il faudra réinventer une comptabilité nationale. On y arrivera. Le problème, c'est effectivement, aujourd'hui, comment on fait pour construire cette économie. Et j'ai essayé de vous montrer qu'il y a quand même un défi formidable, c'est qu'on est là face à des monopoles mondiaux, hein, et que effectivement, on ne pourra pas avoir une croissance vivable par des démocraties si on a une toute petite fraction de la population qui fabrique les logiciels, qui va gagner sa vie très bien, et puis tous les autres consommateurs qui seront producteurs avec leur père. Bon, je pense qu'en tout cas, s'il doit arriver ça à un moment donné, il faut que ça aille lentement. Ça va beaucoup trop vite. Hein. Donc, il faut ralentir. Et si vous voulez, moi, ce que je pense, c'est qu'il peut y avoir une nouvelle croissance qui ressemble beaucoup à celle que nous avons eue d'un point de vue du plein emploi, de l'organisation de chaînes de production très différentes, parce que sur les lieux de vie dématérialisés, etc., mais qui quand même a un peu les mêmes caractéristiques. Mais pour pouvoir organiser ces chaînes de production, il faut se souvenir que quand on a fait l'industrie au début, M. Ford, il se faisait ses machines, son réseau, son électricité, son réseau de chemin de fer, etc. Et on a mis des décennies avant de partager des équipements, ce qui est absolument fondamental, parce que les coûts fixes dont on parlait tout à l'heure, quand il n'y a pas de coûts variables, bon, et qu'on peut les partager comme ça, très bien. Une entreprise peut le faire. Elle est monopole mondial, elle partage ses coûts fixes. Quand on est en concurrence et qu'on a du coût variable,
donc des hommes à payer, bon, il faut absolument que les coûts fixes soient quand même partagés, alors que vous avez une demande qui est celle d'une entreprise en concurrence. Et donc, il faut absolument que ces équipements soient partagés par toutes les entreprises en concurrence, en tout cas par toutes celles qui peuvent les partager. C'est ce qu'on appelle les biens d'équipement et les réseaux. C'est-à-dire qu'on a fait des réseaux d'électricité, des réseaux de chemin de fer, des machines à emboutir, des machines à ceci, des machines à cela. Cette économie aura ces biens d'équipement immatériels qu'il faudra partager. D'ailleurs, il y a toutes les techniques du libre qui permettent de le faire, qui sont extrêmement intéressantes. Ces réseaux qu'il faudra partager, parce que Internet est un superbe outil, mais si vous voulez, il manque des choses pour pouvoir organiser ce qui est, à mon avis, le nerf de cette économie, qui sont les mises à disposition de personnes et de biens. On sait aujourd'hui, et c'est ça qui est formidable, on sait organiser de façon efficace la mise à disposition de personnes et de biens sur les lieux de vie, ce qu'on n'a jamais su faire. Avant, pour avoir des mises à disposition de personnes ou de biens, on était obligé d'aller dans une agence de location, d'aller à l'hôpital, d'aller, etc. Aujourd'hui, on peut nous mettre tout ça à disposition là où on en a besoin. Donc c'est quelque chose de formidable et il faut justement arriver à casser l'économie dématérialisée qu'il y a aujourd'hui en mariant ces entreprises qui font des applications dématérialisées avec des entreprises qui savent mettre à disposition les biens et les personnes. Et ainsi, si vous voulez, on va retrouver une économie qui va marier le numérique avec l'homme et avec la nature. Voilà, donc c'est absolument possible. Les infrastructures pour le faire, c'est-à-dire ces qualifications d'Internet et ces nouveaux biens d'équipement immatériel, tout ça est tout à fait prêt. Il suffit maintenant que le politique s'en saisisse, qu'ils comprennent qu'effectivement ce sujet est un vrai sujet, que les citoyens s'y intéressent et que, avec des techniques d'ailleurs aujourd'hui qui sont collaboratives, qu'on est en train de mettre en place, qu'on s'organise de façon à mettre en place cette économie qui, encore une fois, part du numérique, mais la nourrit avec des mises à disposition de biens et des personnes. Et là, on retrouvera les coûts variables de production. Mais comme on aura bien partagé les coûts fixes, on arrivera effectivement à faire des produits qui ne seront pas trop chers, parce que il faut trouver un business plan. Les GAFA ont trouvé un business model formidable. Si on veut les contrer avec une économie de biens, avec de l'emploi et de la matière, il faut trouver le moyen de rentabiliser les entreprises qui font ça. Merci. Christopher, je crois qu'il y a une question pour Madame de Bonneuil. Oui, absolument. On a une question de la salle. Par rapport à cette économie numérique, la question de la salle porte sur une technologie dont on parle beaucoup en ce moment, qui est l'imprimante 3D. Et la production donc, par imprimante 3D, est-ce qu'elle n'exclut pas finalement les ménages en marge de cette technologie qui est quand même assez onéreuse et peu accessible? Finalement, on pourrait peut-être élargir la question en disant que cette économie technologique et numérique, est-ce qu'elle est une économie de l'exclusion par rapport au coût qu'elle représente, par rapport à son coût? Alors, comme il y a le sujet de l'imprimante 3D, je l'ai évoqué, l'imprimante 3D, dans la logique de ceux qui sont à coût marginal nul, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin de déplacer les biens, les tasses à café, les livres, enfin les livres c'est déjà fait puisque ça se dématérialise, mais si vous voulez, ils sont en train de tous réfléchir comment on peut faire pour éliminer le transport de la matière, parce que ça c'est du coût variable. Hein. Donc ça ils n'en veulent pas, et donc effectivement l'imprimante 3D est une façon de faire ça. Alors moi, si vous voulez, tous ces équipements seront eux aussi des équipements qui vont être faits dans ce qu'on appelle le libre. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ça va pouvoir être fait à des coûts beaucoup plus faibles, va pouvoir être fabriqué là aussi dans des Fab Labs. Si vous voulez, on est vraiment dans un autre monde qui est absolument passionnant.
On ne sait pas, on ne sait pas. Moi, je trouve que ce qui est le plus inquiétant, c'est quand même le fait que le consommateur va tout produire. Parce qu'on retourne à la case départ, si vous voulez. Ça va être un consommateur qui va se retrouver seul face à des automatismes, face à des pairs, sans travail. Donc, on se demande bien comment il va acheter les biens qu'il est censé partager avec les pairs. Donc, je crois qu'il faut vraiment réfléchir, ne pas se voiler la face, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est pas du rêve, c'est une réalité. C'est en train d'arriver à toute vitesse. Donc, oui, l'imprimante 3D est un des aspects, mais c'est beaucoup plus large. C'est cette révolution du fait que l'entreprise sort de tout ce qui est matériel, se met sur le logiciel pour gagner sa vie. Très bien, c'est son rôle. Mais là, il faut que le citoyen et le politique réagissent en disant, voilà, on ne veut pas que ça. En fait, par rapport à ça, si je comprends bien ce que vous dites là, c'est que cette révolution, elle est en train de changer la nature même de l'économie, en fait. Ben, c'est ça une révolution technologique. C'est-à-dire que les technologies... Si vous voulez, c'est ça qui est très intéressant aussi de voir, c'est que toute révolution, enfin toute, il y en a eu que deux, donc bon, oui, quand ça s'est déjà passé, on a toujours deux temps dans une révolution technologique. Dans un premier temps, les industriels en place s'aperçoivent qu'ils peuvent faire tout autrement ce qu'ils faisaient avant. Donc, par exemple, on a mécanisé l'agriculture, la fois d'avant, on a mécanisé l'agriculture, les métiers à tisser, etc. Ça a été la première phase. Aujourd'hui, la première phase, c'est qu'on a automatisé l'industrie et les services. C'est-à-dire que tout ce qui existe, on prend ces nouvelles technologies et on fait tout autrement. Voilà, on vire tout l'emploi. Bon. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'une fois que cet emploi est parti, on rend disponible des gens pour faire autre chose. Bon. Et si vous voulez, après la première révolution industrielle, celle qui a automatisé l'agriculture, mécanisé l'agriculture, etc., des industriels se sont dit « Ah, mais je peux faire des biens avec tout ça. Je peux faire une industrie où je vais prendre tous les gens qui ne font rien, qui sont libres, de façon sur les machines de la mécanique pour pouvoir produire des biens. » Et donc, on est reparti dans un nouveau cycle de croissance dans cette deuxième phase. Là, c'est exactement la même chose. On a eu une première phase, la troisième révolution industrielle, qui a automatisé les biens et les services, et maintenant, on entre dans une quatrième, en tout cas, c'est la thèse que je propose, on entre dans une quatrième dans laquelle, effectivement, on va produire de nouveaux produits. C'est-à-dire que ça ne sera ni des biens ni des services. On voit bien que ces applications, c'est plus simple. Quand vous avez un capteur de fumée, c'est ni un bien ni un service. Si vous voulez, c'est une solution à un problème qui est révélé par un capteur qui va pouvoir donner de l'information sur vous, sur votre environnement. Et donc, il y a besoin, on sait aujourd'hui répondre à ces questions posées par tous ces capteurs. Et ça, si vous voulez, c'est clair qu'on est là dans quelque chose qui n'a plus rien à voir et dans lequel on a l'arrivée d'un nouveau grand secteur néo-industriel, parce qu'il aura les mêmes caractéristiques que l'industrie, mais encore une fois, à condition qu'on sache réemployer cette main-d'œuvre qu'on a rendue disponible. Or, nous en avons besoin. Nous sommes tous dépassés par tous ces trucs numériques de partout. Donc, nous avons besoin des hommes, nous avons besoin que la matière soit recyclée, etc. Le problème, c'est comment on fait pour, encore une fois, trouver un business plan. Voilà, parce que utiliser des personnes et déplacer de la matière, si vous voulez, c'est du coup variable. C'est très compliqué de trouver un business plan. Et encore une fois, ce que je veux vous dire, parce que je ne veux pas monopoliser plus, c'est tout à fait faisable, on est tout à fait prêt à le faire. Au niveau européen, ça sera un super projet européen. Simplement, il faut s'y intéresser, il faut le vouloir. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut gérer à la fois l'ancienne économie, qui pose des problèmes, on l'a vu, considérables, et l'entrée de celle-là. Et en tout cas, ce que je voudrais aussi vous dire comme message d'espoir, c'est que c'est en tirant la nouvelle économie qu'on va sauver l'ancienne. Merci. Une précision? Oui, je rappelle que vous pouvez à tout moment poser des questions donc avec le hashtag Préco15. Merci. Donc on poursuit, après cette explication de texte très intéressante sur laquelle on aura certainement beaucoup de questions par la suite. Je me tourne vers vous, Louis Gallois, sur, voilà, on a planté un petit peu le décor au niveau mondial et au niveau, à l'intérieur de chaque économie, sur des sujets que vous maîtrisez parfaitement, puisque votre expérience d'industriel vous a fait côtoyer tout cela.
J'aimerais vous entendre aussi sur le sujet, aussi sur quelque chose qui n'a pas été évoqué, mais qui nous relie à la première intervention, c'est l'histoire de ces échanges, mais aussi les mouvements que ça crée sur ce qu'on appelle un protectionnisme intelligent à certains moments, et nous sommes vraiment dedans, quoi. Pour relier à l'actualité, vous avez vu hier et avant-hier, c'est ça, oui, que le groupe Alcatel était en négociation très avancée pour être adossé ou repris par Nokia, et il me venait en tête un épisode que vous avez connu sans doute du temps de un de ses précédents présidents, qui était Tchuruk, et qui avait eu cette phrase en disant « Dorénavant, mon groupe n'aura plus aucune usine ». Donc c'était assez intéressant à l'époque. Je vous en prie, M. Gallois. Je ne vais pas m'exprimer sur Alcatel après Alstom. Il se trouve que je connais cette histoire depuis le départ. Il y avait une entreprise française qui s'appelait la Compagnie Générale d'Électricité, qui jusque dans les années 90 était le troisième groupe industriel français. Et de drame en drame, on est arrivé à vendre Alstom partiellement à General Electric et Alcatel à Nokia. Je pense que c'est... sachant que, in fine, ces décisions sont peut-être les seules raisonnables. Mais c'est un long processus qui a conduit à cela, et un processus où les erreurs ont été massives, et je précise que là, c'est des erreurs d'industriels. Ce n'est pas les erreurs de l'État, c'est des erreurs industrielles. Et qu'on a toujours tendance à dire c'est la faute à l'État. Là, il s'agit bien de la responsabilité de ceux qui ont dirigé ces entreprises successivement. Alors, je vais quitter peut-être le grand avenir que vous avez décrit. Nous sommes, toute l'industrie d'ailleurs est entre, comme vous le dites, entre l'ancienne économie et la nouvelle, et les constructeurs automobiles se posent d'ailleurs les questions, les mêmes questions. On n'en est pas encore à construire des automobiles en 3D, surtout quand il faut en construire 7 ou 8 millions, mais il est clair que l'Internet des objets, l'interface avec le client, tout cela est profondément modifié par le numérique, et que cela introduit des évolutions absolument décisives. Mais je vais revenir à notre sujet qui était la mondialisation, parce que là je vois une divergence avec vous. Je ne crois pas du tout qu'on va relocaliser les productions, chacun faisant avec sa petite imprimante 3D tout ce dont il a besoin. Ça, je n'y crois pas, et je peux me tromper, parce que je pense qu'il faudra au moins construire les imprimantes 3D. Il faudra bien que quelqu'un les construise. Alors, vous me dire, on peut faire des imprimantes 3D en utilisant des imprimantes 3D, mais enfin, il y a bien un moment où il faut construire les machines. Et d'ailleurs, la foire de Hanovre qui se déroule actuellement montre bien comment s'articule le matériel et l'immatériel. Et je pense que c'est extrêmement intéressant. Ça permettrait de répondre d'ailleurs à la question que vous avez posée sur les gains de productivité. Effectivement, le numérique n'a pas créé de gains de productivité significatifs aux États-Unis et en Europe jusqu'à maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas en produire dans l'avenir? Ma thèse, ma conviction, c'est que ça va en produire dans l'avenir. Mais qu'il a fallu qu'il y ait une maturation des processus d'introduction du numérique dans l'industrie pour arriver justement à ces gains de productivité. Alors je reviens sur la mondialisation et le protectionnisme. Il y a un sociologue qui a défini la France et les Français comme bonheur individuel, déprime collective et peur planétaire. Je trouve que c'est assez bien vu, même si évidemment c'est caricatural. La peur planétaire, c'est la peur de la mondialisation, c'est la peur du contact, de l'évolution du monde telle qu'elle se développe actuellement, du basculement de l'ouest vers l'est, du nord vers le sud, déferlement de produits du monde entier en Europe et notamment en France. Si bien que la France vit la mondialisation de manière totalement émotionnelle. Elle attribue à la mondialisation l'essentiel de ses difficultés. Elle en voit la face sombre, les délocalisations, qui sont plutôt d'ailleurs des localisations que des délocalisations. Il y a le phénomène de
je prends mon usine et je la déplace à l'étranger est assez limité. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est je n'investis plus en France, j'investis à l'étranger. Ça, oui. Et c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Donc, c'est un phénomène de localisation. Déclassement, le sentiment aussi que nous sommes exposés à des concurrences déloyales. On a toujours le sentiment que les autres bénéficient davantage dont nous ne bénéficions pas dans le commerce. Cette impression globale que la mondialisation se traduit par le déclassement de la France. Nous étions un pays qui comptait, nous sommes un pays qui compte moins. On a le sentiment qu'on est dans un processus qui nous fait rentrer dans le rang et plutôt pas en tête du peloton. D'où la tentation de fuir la mondialisation et de se replier dans ce qu'on appelle le protectionnisme. Alors, je voudrais en quelques mots dire que c'est une impasse. C'est une impasse parce qu'il y a eu plusieurs mondialisations. Il y en a une en particulier à la fin du XIXe siècle. Et il y a eu un repli après cette mondialisation. Je pense que cette fois-ci, il n'y aura pas de repli. Il peut y avoir, comme l'a dit M. Fouquin, des déstabilisations à certains moments, des phases peut-être dépressives, mais je ne pense pas qu'on reviendra à la situation antérieure, sauf à l'échéance que Madame de Bonneuil indiquait, où on rapatrierait, où on aurait des processus de production complètement différents, qui conduiraient peut-être à la relocalisation de ces processus. Mais enfin, il faudra quand même déplacer les matières premières qui alimenteront ces imprimantes 3D. Donc, je crois qu'on ne reviendra pas sur la mondialisation pour deux raisons qui sont claires et qui sont nouvelles. La première, c'est que les chaînes de production ne sont plus nationales. Quand la France exporte un Airbus, elle exporte énormément d'importations. C'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup d'importations pour assembler l'Airbus en France et l'exporter. Et il faut savoir que l'industrie aéronautique, que Airbus est le premier client de l'industrie aéronautique américaine, ce qui montre bien l'importance des flux d'importation pour produire les avions. Et le second, je pourrais dire la même chose de l'automobile. La localisation des chaînes d'assemblage, c'est très joli, mais ça ne veut rien dire de la fabrication des pièces. L'Allemagne a beaucoup de chaînes d'assemblage en Allemagne et beaucoup de production de pièces ailleurs. Une machine à laver, c'est pas la même chose. Donc vous avez toute exportation, tout produit contient de l'importation, à l'exception peut-être que des produits agricoles. Et encore, les intrants viennent souvent de l'importation. Vous savez qu'on n'a pas d'élevage sans tourteaux de soja qui sont entièrement importés. Donc il y a même là de l'importation. Le deuxième élément qui rend la mondialisation, tout au moins l'ouverture, j'allais dire irrémédiable, mais enfin irréversible, c'est le développement des systèmes de communication qui a rétréci l'espace mondial. L'avion, le bateau très peu coûteux, le transport de fret est très peu coûteux en bateau, Internet, les télécoms, maintenant Internet. On ne pourra pas vivre, on ne pourra plus vivre sans ces liens qui nous unissent au reste du monde. Et je pense que ceci est un élément décisif qui fait que le mouvement de mondialisation ne reviendra pas en arrière de manière décisive ou de manière structurelle. On peut y revenir de manière passagère, mais pas de manière structurelle. Le troisième élément qui me conduit à penser que le protectionnisme est une impasse, c'est que les Français bénéficient de l'échange. S'il y a des barrières à l'importation, il y aura des barrières à nos exportations, parce que il y aura la réciproque. Donc ça veut dire que nos produits s'exporteront plus difficilement. Les pays ne seront pas dupes de cela.
Et deuxièmement, parce que les importations, c'est la mise à disposition de biens que les Français, désormais, veulent avoir. La production industrielle française est loin de couvrir les besoins des Français. Et elle ne les couvrira plus jamais. Donc il est clair qu'il faut de l'importation, sinon c'est le niveau de vie des Français qui se trouverait durablement touché. Alors est-ce que ça veut dire que la mondialisation est heureuse, à l'inverse de la mondialisation cauchemar que certains voient? Je crois qu'il ne faut pas être plus dupe dans un sens que dans l'autre. La concurrence internationale est d'une violence extraordinaire. Je peux vous dire que, l'ayant vu sur l'aéronautique et maintenant sur l'automobile, je peux la mesurer. Et cette violence ne fait que croître à mesure que le nombre des acteurs s'accroît. La division internationale du travail ancienne ne fonctionne plus. La division internationale ancienne, c'était les productions à faible valeur ajoutée dans les pays en développement et les productions à forte valeur ajoutée dans les pays dits développés. Avec l'émergence des pays émergents, tout ceci est remis en cause. La Chine, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil sont exportateurs de produits de très haute technologie. Et donc, il n'y a plus cette partition entre faible valeur ajoutée et forte valeur ajoutée. La concurrence s'est beaucoup diversifiée. Elle portait sur les produits. Elle porte maintenant sur les investissements productifs. Les centres de recherche, on se bat pour que les centres de recherche soient installés en France ou en Finlande. C'est le cas pour Alcatel-Lucent. Chaque pays déploie ses atouts pour attirer les investissements industriels en disant ma main-d'œuvre est moins chère, c'est ce que dit l'Espagne, ou je déroule le tapis rouge à la recherche et développement, c'est ce que fait plutôt la France avec le crédit d'impôt recherche, etc. Il y a une concurrence sur les investissements qui est absolument farouche. Il y a aussi une concurrence qui est moins connue sur les experts et sur les dirigeants d'entreprise. Les experts deviennent mobiles. Il n'y a qu'à voir le nombre de Français qui s'installent qui sont des pointures en termes de numérique qui s'installent dans la Silicon Valley et qui sont recherchés là-bas. Nos ingénieurs sont recherchés dans le monde entier, donc ils y vont. Les dirigeants d'entreprise, il y a un marché des dirigeants d'entreprise qui deviennent extrêmement mobiles. Et vous avez même un marché des créateurs de start-up qui se baladent. Donc la concurrence a envahi à travers la mondialisation, envahi tous les secteurs, tous les domaines de l'activité économique. Et je crois qu'il ne faut pas être dupe de cela. Ce n'est pas la mondialisation heureuse. C'est une mondialisation qui est âpre, dure, et dans laquelle il faut se battre. Alors, que faire? On en vient à la thérapie, s'il y en a une. Je vais être rapide là-dessus d'abord. Premièrement, on ne peut pas faire l'impasse sur la compétitivité, sur les efforts de compétitivité à entreprendre. Alors, grosso modo, il y a le choix entre deux stratégies pour un pays comme la France. C'est de jouer une stratégie à l'espagnol, c'est-à-dire je baisse mes coûts au maximum, je baisse de 20% des salaires, flexibilité massive du marché du travail, ce qu'ils font actuellement, et j'attire ainsi les industriels chez moi. Et donc je deviens compétitif, parce que je deviens un espace compétitif. C'est une solution qu'a adoptée l'Espagne, qui se traduit incontestablement par des succès, puisque la croissance est repartie et qu'ils attirent des investissements industriels. Mais comme je l'ai dit ailleurs, on en fait l'atelier de l'Europe. Les ingénieurs, les meilleurs élèves étudiants des universités espagnoles partent en Allemagne. Les chercheurs espagnols viennent en France parce qu'il n'y a plus d'argent pour la recherche en Espagne.
Et il y a un drame social qui est qu'un jeune sur deux est au chômage. Et donc, on paye ça d'un coût social considérable et surtout, à mon avis, d'une remise en cause de la capacité de l'Espagne dans les prochaines années à se situer dans le domaine des hautes technologies. Et la deuxième voie, c'est celle que je préconise plutôt pour la France, qui est une voie qui est plus longue, au moins aussi âpre, qui est d'aller vers le haut de gamme, c'est-à-dire d'essayer de se différencier, non pas uniquement par le coût, il faut bien sûr travailler sur les coûts, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur les coûts, mais de se différencier non pas uniquement sur les coûts, mais sur l'innovation, sur la qualité, sur les services associés, sur la réputation et vraisemblablement sur la capacité à intégrer dans nos processus de production justement toute la dimension du numérique pour faire les gains de productivité dont nous avons besoin. Je crois que c'est aussi important que la réforme du marché du travail dont on nous parle énormément. Ça, c'est le premier élément. On ne peut pas échapper dans la mondialisation actuelle à un effort massif de compétitivité, dont j'ai dit qu'il serait extrêmement long. J'ai dit 10 ans, j'espère qu'il y aura des succès avant, mais je pense que c'est de cet ordre de grandeur. Donc il ne faut pas attendre des résultats immédiats. Et puis je crois aussi qu'il faut obtenir de l'Europe qu'elle mène une véritable politique de compétitivité. Je ne suis pas sûr qu'on y soit totalement. La politique industrielle de l'Europe est très générale, très consensuelle, mais peu opérationnelle. Nous sommes quelques-uns à proposer que toute mesure adoptée par l'Union européenne fasse l'objet d'une étude d'impact sur la compétitivité, pour que l'on sache bien quelle carte on joue. Parce que les objectifs que se fixe l'Europe dans ses discours sont clairs, c'est la compétitivité, mais dans les mesures qu'elle prend, ça paraît beaucoup moins évident. Je crois que nous avons besoin d'une politique européenne de matières premières et de l'énergie. Ça me paraît absolument clair que nous n'avons pas cette politique actuellement. Nous avons même l'inverse d'une politique énergétique, puisque nous avons une divergence fondamentale entre la politique que mène l'Allemagne et la politique que mène la France, par exemple. Nous avons besoin d'une politique de recherche dans ce domaine. On peut dire que l'Europe a fait des efforts et a mis de l'argent sur la recherche. On peut certainement améliorer les processus de mise en place de ces financements, mais il y a une politique. Et puis il y a les 300 milliards du plan Juncker. Alors d'abord, je pense que c'est très peu, 300 milliards sur 3 ans. Là, j'ai des économistes plus savants que moi, mais 300 milliards sur 3 ans pour 28 pays, ça me paraît petit bras, comme on dit. Hein. On aurait pu imaginer, le ministre des Finances polonais avait proposé 700 milliards. Je pense qu'on pourrait aller au-delà, surtout que ces 300 milliards, c'est essentiellement de la mobilisation d'investissements privés avec 21 milliards d'argent public. Ce qui est un effet de levier extrêmement fort, de 15. Un effet de levier extrêmement fort et difficile à atteindre. Mais enfin, on les a, donc il faut le faire. Et alors là, je pense que s'il y a un objectif qu'on devrait fixer à l'utilisation de ces 300 milliards, c'est le numérique. D'abord, développer un réseau de très haut débit en Europe, sachant que chaque pays est en train de développer dans son petit coin son réseau de très haut débit à un rythme qui est insuffisant. Donc développer un réseau de très haut débit, parce qu'on pourra toujours parler du numérique, s'il n'y a pas le très haut débit, ça ne fonctionnera pas. Le plan, je pense qu'il devrait y avoir un plan européen 4.0, c'est-à-dire l'usine du futur, qui est un élément décisif de compétitivité. Les Allemands ont leur plan 4.0. La France a maintenant son plan depuis avant-hier qui s'appelle Industrie du futur. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire ça ensemble de telle manière que nous ayons une masse critique et que l'on puisse faire ça de manière coordonnée? Et évidemment, avec les autres pays industriels,
premier rang duquel l'Italie, puisque vous savez que l'Italie est un pays plus industriel que la France. Je pense également que ce plan Juncker devrait être clairement orienté vers la compétitivité et sur un point qui est décisif et qui touche d'ailleurs aussi au numérique, qui est la formation professionnelle. On va manquer de personnel qualifié dans les entreprises, notamment dans le numérique. Et je pense que là, il y a aussi capacité à dépenser de l'argent de manière utile. Je ne développe pas au-delà de cela. Je viens de parler du plan Juncker. Un mot sur la politique de la concurrence. Est-ce que la politique de la concurrence menée par la Commission européenne est une politique de la concurrence qui sert la compétitivité de l'industrie? Je ne le pense pas totalement. Je pense qu'elle est orientée vers la défense du consommateur européen et pas vers la capacité à mettre les entreprises européennes en face de la concurrence mondiale, où il va falloir créer des effets de taille et donc des rapprochements. Et les systèmes d'aide aux industries, qui sont extrêmement contrôlés en Europe, doivent être jugés en fonction de ce que font les autres pays, nos pays concurrents. Parce que si on est plus vertueux que les autres, on le paiera. La politique commerciale extérieure. Nous sommes à la veille de négociations de très grands traités. Il y a d'abord le partenariat transatlantique, qui est une énorme affaire, dont je ne sais pas si elle débouchera, qui suscite des débats extrêmement vifs, notamment en Allemagne, où il y a une opposition assez forte qui s'exprime vis-à-vis de ce partenariat transatlantique, tout au moins selon les modalités qui se dessinent. Il y a un accord de libre-échange avec le Japon, dont la pierre d'achoppement sera l'ouverture du marché public japonais aux entreprises européennes. Il y a un accord sur les investissements européens en Chine, qui est en négociation avec les Chinois. Et puis il y a le cycle de Doha, qui est la réforme du commerce mondial, qui est une réforme qui est c'est un cycle qui est engagé depuis 2001, je crois, M. Foucault à peu près, dont vous dites qu'il est dans l'impasse. J'ai eu hier un écho un tout petit peu plus optimiste, mais je ne sais pas du tout, je ne suis pas un spécialiste et donc je me garderai bien d'avoir un avis définitif. Mais c'est très important parce qu'à travers ces grands accords, on négocie les marchés publics, l'accès aux marchés publics, on négocie la capacité des investisseurs à s'implanter dans les pays étrangers, on négocie le respect des grandes conventions internationales, celles de l'Organisation internationale du travail, celles de l'Organisation mondiale de la santé, etc. Ce sont des questions formidablement difficiles. Par exemple, il y a un petit différent entre la France, l'Europe et les États-Unis sur les huîtres. Parce que nous mesurons la qualité des huîtres en analysant l'huître. Les Américains analysent l'eau des huîtres. Et il va falloir, j'ai appris ça hier soir, hein, donc l'information est toute récente, mais on va avoir toutes ces... Si on veut que le commerce international se fasse de manière équilibrée, équitable, il va falloir que tous ces points soient résolus, les normes, la propriété intellectuelle, qui est un chantier considérable, et le respect de la propriété intellectuelle, qui est une très grande affaire, notamment dans les débats avec la Chine. Et enfin, vous l'avez évoqué, la politique monétaire extérieure. Alors, je serais intervenu il y a un an, vous m'auriez entendu éructer contre l'Eurofort, qui a été ma spécialité quand j'étais patron de ADS, et donc d'Airbus, où nous souffrions vraiment directement de l'Eurofort, puisque chaque fois que l'euro s'appréciait de 10 centimes, on perdait 1 milliard de résultats nets, ce qui était absolument considérable. Et maintenant, j'éructe moins, puisque l'euro est à un bon niveau, j'allais dire. Certains pourraient juger qu'il est faible, mais il est à un bon niveau et que donc il n'est plus un élément en défaveur de l'industrie européenne. Mais il est clair que les changements monétaires sont décisifs dans la manière dont se déroule le commerce international. Et très souvent, on discute sur des
des queues de cerise pour savoir si telle ou telle mesure va être protectionniste ou pas. Et puis il suffit qu'une monnaie se dévalue ou se réévalue de 10 ou 15% pour que, évidemment, tout cela soit remis complètement en cause, étant donné les masses que cela déplace. Voilà. Je crois que la BCE, d'ailleurs, dans ce domaine, a compris que son rôle était de favoriser... Je crois que la BCE, honnêtement, est actuellement l'institution qui défend le mieux la compétitivité industrielle européenne. Et qui le fait avec constance et détermination. Et je crois que c'est un élément tout à fait décisif qui peut aider, d'ailleurs, l'Europe à retrouver, dans l'immédiat, un certain chemin de croissance après avoir été pendant 6 ans la zone de dépression de la croissance mondiale, ce qui explique d'ailleurs partiellement les statistiques sur le commerce mondial, c'est que quand l'Europe ne va pas bien et ne croit pas, le commerce mondial se porte mal. On verra si la reprise en Europe se traduit par une nouvelle augmentation du commerce mondial et si nous repartons sur les courbes de M. Fouquin, sachant que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que on n'ira pas jusqu'à 100%. Il va falloir qu'on s'arrête avant. Déjà, à 30%, on est pas mal. Hein. Merci beaucoup. On va rester là-dessus et passer aux questions. Peut-être une quand même qui vous concerne tous les deux, Michel Fouquin et Louis Gallois, sur la définition, sur votre analyse de certaines formes de contestation de la mondialisation en cours. Je voudrais dire que cette contestation, elle n'est pas tant sur la mondialisation elle-même que sur la nature de cette mondialisation. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 20 ans, quand on faisait la mondialisation sur les voitures, sur les vis et les boulons, ça ne posait pas de problème. C'était long, c'était ardu, mais on y arrivait. Là, depuis quelques années, c'est sur d'autres enjeux que nous sommes. C'est-à-dire nous sommes sur des enjeux de santé, d'éducation, d'alimentation, de produits culturels. Et là, on touche pas seulement à une industrie de base, on touche aux ingrédients d'une société. Et c'est là où ça commence à expliquer un tout petit peu les réactions qu'il y a eu, qui sont anciennes quand même. Moi, je me souviens, et avec bien sûr... l'arrivée des émergents, je me souviens de l'OMC et d'une conférence très houleuse qui était à Cancun, c'était quoi, 2004-2005, hein, Michel, sous votre contrôle. C'est la Chine et je crois le Brésil qui avaient bloqué les négociations pour venir au secours de la Côte d'Ivoire et du commerce de coton. Vous voyez un petit peu le cheminement. Et ensuite, ce qu'on voit apparaître dans, je voudrais avoir d'ailleurs l'avis de Michel sur le sujet, sur ces négociations sur le traité transatlantique et les autres, c'est qu'on touche là aussi à des enjeux très importants, notamment à propos de l'arbitrage, à propos des notions nouvelles. Troisième composante, c'est que ce qui n'existait pas il y a 20 ans existe aujourd'hui, c'est un truc qui s'appelle la société civile et qui a acquis une certaine dose d'expertise, peut-être de mauvaise foi de temps en temps, mais qu'elle n'avait pas il y a 20 ans. Et on a maintenant des experts, des ONG qui sont en mesure de tenir la dragée haute aux experts de l'OMC et des autres organisations internationales. Donc le paysage a changé, et ce qui est peut-être en cause, j'insiste là-dessus, c'est peut-être la nature des négociations sur le mondialisation. Ce qui explique que Doha soit enterré quand même depuis, 2001, ça fait 4-5 ans. Voilà. Oui. Et Michel, si vous avez un mot là-dessus. Comme vous voulez. Non, vas-y. Non, vous avez tout à fait raison. Je pense que la description que vous faites est exacte. Et, il est clair que j'ai eu hier une discussion donc, sur ce partenariat transatlantique et j'ai mesuré plus que je ne l'avais fait jusqu'à présent, effectivement, que ça va toucher, ça touche énormément de sujets. Toute la politique énergétique européenne et américaine. Et donc, tous les problèmes d'émissions de CO2, vous n'avez pas cité les problèmes environnementaux, mais ils sont maintenant totalement dans la mondialisation. Tout cela est nouveau, ce qui conduit effectivement beaucoup d'organisations non gouvernementales à intervenir. Elles le font, je pense, à juste titre, sachant quand même que le dernier mot doit revenir aux élus. On est dans des régimes démocratiques. Mais je pense que l'apport des ONG dans ces débats est un apport utile parce que la mondialisation, évidemment, impacte les modes de vie. On le voit bien sur le nôtre. Et vous n'avez pas cité dans la liste des problèmes nouveaux que nous n'avions pas traités dans le passé, ce qu'évoquait Mme de Bonneuil, c'est les GAFA. On a actuellement une entreprise Google qui est en train d'instaurer une sorte d'hégémonie qui s'appuie sur la mondialisation, et je pense que Mme Donnay en parlerait plus savamment que moi, et il va falloir voir comment on traite ce type d'entreprise. Moi, je suis frappé de voir que ces entreprises ne payent pas d'impôts.
c'est bien joli, parce qu'on est dans l'économie virtuelle, mais enfin, c'est 60 milliards de chiffre d'affaires, et c'est des profits gigantesques, qui ne peuvent pas revenir aux États-Unis, parce que sinon ils sont taxés, donc ils restent dans le reste du monde sans être taxés. Ils ne payent pas d'impôts. Je pense qu'il y a un vrai sujet, parce que ça fait partie de la mondialisation. Ça. Amazon est dans un cas tout à fait comparable. Et je pense qu'on pourrait tenir le même raisonnement pour Facebook et maintenant sur les nouvelles entreprises qui se développent. Donc il y a à intégrer dans les discussions sur la mondialisation, pour en faire une mondialisation régulée, parce que nous souhaitons que cette mondialisation soit régulée. Pour que cette mondialisation soit régulée, il va falloir réguler l'économie numérique, et ça ne sera pas la partie la plus facile. Merci. Michel Foucault, un mot là-dessus. Et ensuite, je crois qu'il y a deux ou trois questions de la salle. Et M. Le Bonneuil, si vous voulez réagir tout à l'heure, comme vous voulez, ou maintenant. Ouais. Ouais. Donc sur la question de la dématérialisation dont parlait Michel, il y a aussi, je veux dire, quand on regarde ce que fait Apple, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, je veux dire, Apple, en fait, emploie 1 million d'ouvriers chinois. Simplement, ce n'est pas Apple qui emploie ce million d'ouvriers, c'est Foxconn. Et Foxconn est une entreprise taïwanaise qui fabrique tous les produits Apple. Donc, le modèle Apple, c'est effectivement la conception du produit, mais la réalité du produit, c'est en Chine. Alors, les profits restent très largement au niveau d'Apple, qui réussit, notamment en localisant ses centres de profit dans les pays à faible taux sur les bénéfices des entreprises, à minimiser très largement sa contribution. Donc, lorsqu'elle fait apparaître ses profits en Irlande, il faut voir que c'est la législation irlandaise qui est anormale. Apple, il en profite, d'accord, mais il faudrait que les Européens soient capables déjà de se mettre d'accord pour qu'au niveau européen, on ait à peu près un traitement non pas identique, mais similaire. Voilà. Alors, maintenant, l'idée que dans la mondialisation, la société civile joue un rôle de plus en plus important, je crois que c'est indéniable. Autrefois, il suffisait que les États-Unis et l'Europe se mettent d'accord pour qu'on aboutisse pour qu'on mette un terme à un cycle de négociation. Le cycle de l'Uruguay s'est terminé, je veux dire, pratiquement entre les Français et les Américains sur les questions agricoles. Là, ils ont trouvé un accord et du coup, tout le monde a dit oui. Après cet accord-là, ça a été fini. C'est-à-dire que les Indiens en tout premier, les Brésiliens ensuite, et en sous-main les Chinois, on dit c'est pas parce que les États-Unis et l'Europe se sont mis d'accord qu'on va avoir un accord. Nous, on a et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un cycle de négociation qui était extrêmement ambitieux dans sa conception, voulant notamment introduire des notions sur le réchauffement climatique, la façon de lutter contre ce genre de problème, donc des réglementations qui étaient extrêmement ambitieuses. Et au fil des négociations, ce qu'on est arrivé, c'est à réduire à presque rien le contenu même de la négociation. Et alors peut-être on va finir sur ce presque rien à sauver la face et avoir un accord, mais ça sera très minimum. Alors, donc la société civile, mais les grands pays émergents, je veux dire, au-delà de la société civile, les grands pays émergents, et l'Inde en tête, ont été essentiels pour bloquer un certain nombre d'accords qui ne leur convenaient pas, notamment sur la question agricole, hein, l'Inde, etc. Alors, il se trouve aujourd'hui, dans la situation actuelle, que le Premier ministre indien nouvellement nommé, M. Modi, a décidé que l'Inde allait s'industrialiser. Elle s'était développée beaucoup sur les services, mais sur le plan industriel, l'Inde est très en retard sur la Chine. L'Inde est très en retard sur le commerce international. Le commerce indien, c'est 10 fois moins que le commerce chinois. Alors que la taille démographique des deux pays est similaire, l'Inde, au plan international, c'est 1/10 de la Chine. Et ils ont décidé que
c'était bien comme ça, mais qu'il fallait... donc on va avoir de nouveaux acteurs qui vont, et là je dis dans tous les pays émergents, dans tous les pays en développement que j'ai pu visiter ces derniers temps, on a cette volonté de s'intégrer dans l'économie mondiale. Et toutes les réformes internes, domestiques, sont prises en fonction de l'objectif de s'adapter à cette nouvelle réalité. Et ça, je dois dire, sauf la Corée du Nord qui doit encore faire exception, mais de l'Amérique latine, et bon, un peu le Venezuela, un peu l'Argentine, qui sont des pays qui ont des politiques un peu particulières, mais la règle générale, c'est que tout le monde veut y participer. Sur l'accord transatlantique, il est évident que là, on va à quelque chose d'extrêmement profond. On a deux sociétés, la société européenne, la société américaine, qui sont extrêmement développées, extrêmement réglementées, mais avec des traditions, je dirais, sociales, politiques et économiques qui sont très différentes. Et le problème, c'est d'arriver à faire que les unes et les autres soient compatibles entre elles, acceptables entre elles, que les règles européennes soient acceptées par les Américains et que les Américains acceptent les règles européennes. Donc dans tous les domaines de l'activité économique, c'est un chantier gigantesque et dans chaque chantier, il y a des gens qui sont opposés à un accord et d'autres qui sont pour. Et donc on n'est pas au bout de nos peines, je crois, dans ce domaine-là. Dire qu'en fin de compte, les politiques... Alors, le progrès qui est à l'heure actuelle en cours, c'est que jusque-là, les négociations étaient secrètes. Ça voulait dire que chaque négociateur souhaitait avoir ses propositions, ses objectifs bien cachés, de façon à ne pas révéler à l'adversaire les points sur lesquels il allait essayer d'obtenir le maximum et les points sur lesquels il allait être prêt à céder. Hein. Donc, de part et d'autre, on avait l'habitude, et ça c'était général, d'avoir une très grande opacité. Maintenant, ça, c'est en voie de disparition. D'une part, au niveau européen, il y avait tout le temps des fuites, parce que quand vous êtes les États-Unis, vous avez un seul négociateur, vous arrivez à boucler l'info. Du côté européen, vous avez 27, 28 pays, il y en a toujours un qui a un intérêt à faire fuiter l'information, ce qui fait que du côté européen, on finissait par savoir à peu près ce qui était en cours. Mais maintenant, ça a été acté au niveau de la Commission européenne de mettre à disposition, de publier un certain nombre d'informations sur le contenu des négociations. Et donc ça, c'est un progrès, mais cela dit, est-ce que ça va permettre plus facilement d'arriver à un accord? Ça, c'est encore une autre paire de manches. Merci Michel. Vous voulez dire, nous, on prend deux questions de la salle? Vous voulez intervenir? Oui, je vous en prie, allez. Rapidement, oui. Et oui. Rapidement. Oui. Je pense que c'est intéressant de voir que par rapport à ce qui se passait avant, je vais prendre un peu une casquette de comptable national, mais dans l'industrie, il y avait ce qu'on appelait les biens intermédiaires, c'est-à-dire les matières, hein, les biens d'équipement, les machines, et les biens de consommation, c'est-à-dire le bien qui était acheté par le consommateur. Bon. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours des matières premières, simplement... Comme on va plus recycler, et on verra qu'il y a des conditions pour ça, mais si on recycle plus, il y aura moins de matières premières à échanger, etc., puisqu'il faut les recycler de toute façon. Les biens d'équipement, eux, il y en aura toujours, mais ils seront de plus en plus immatériels et ils seront de plus en plus produits dans ce qu'on appelle du libre, matériel comme immatériel, c'est-à-dire par des processus collaboratifs, qui changeront tous les problèmes de propriété intellectuelle, etc. Donc là, il y a aussi un vaste chantier. Et surtout, ce qui était autrefois de la consommation, des biens de consommation, ces biens-là vont devenir des biens intermédiaires, de nouveaux produits que j'appelle des solutions, mais bon, on appelle ça comme on veut, parce qu'ils sont ces nouveaux produits dont on voit bien qu'ils sont ni des biens ni des services, donc il faut bien leur donner un nom si on veut en parler, et qui surtout, pourquoi c'est important, c'est parce qu'ils ne sont pas fabriqués de la même façon. C'est-à-dire que la façon de les rentabiliser, leur production n'est pas du tout de la même nature, donc si on ne le voit pas, on n'y arrivera pas. Donc ce que je veux dire, c'est que ces biens de consommation, ils deviennent des biens intermédiaires de ces nouveaux produits. C'est-à-dire que, par exemple, une voiture, elle ne va plus être vendue,
elle pourra continuer à être vendue, mais de plus en plus, tendanciellement, elle ne sera plus vendue, elle sera mise à la disposition des consommateurs, et donc ça ne sera plus le même bien, puisqu'il va falloir l'adapter, pareiller, se nettoyer. Donc ça fait tout un renouveau de l'industrie. Hein. Tout ça, ça sera produit d'ailleurs sans main-d'œuvre, de façon pratiquement totalement automatisée. Bon, et donc, mais ce qui est intéressant, c'est que si ces biens sont mis à disposition, avec des personnes, on va pouvoir faire atterrir, encore une fois, ces GAFA, qui, eux, sont là, insaisissables. Hein. Ils seront toujours insaisissables si on ne les fait pas atterrir en touchant le sol, c'est-à-dire quoi? En ayant des biens et des personnes. Tant qu'il n'y a pas de biens et de personnes, on ne les prendra jamais. Hein. Donc, à la fois, ça permet d'avoir de l'emploi, de recycler, parce qu'encore une fois, si ce n'est pas des entreprises qui font le partage, si c'est les consommateurs, il n'y aura pas de recyclage, donc on ne résoudra pas le problème. Hein. Donc, je pense que c'est intéressant de voir les choses comme ça, mais il faut vraiment voir qu'il y a une néo-industrie qui est en train de naître, qui est cette industrie des solutions et des bouquets de solutions, parce qu'il faudra les articuler les uns avec les autres pour que ce soit le plus agréable possible, et de bien voir que l'industrie, elle doit complètement se renouveler, à la fois sur les biens anciennement intermédiaires, sur ces biens d'équipement qui deviennent de plus en plus immatériels et fabriqués tout autrement, et sur ces biens de consommation anciens qui doivent devenir des consommations intermédiaires de cette nouvelle néo-industrie. Merci beaucoup, Michel. Il y a 2 questions, je crois, notamment 2 questions de la salle. Hein, 2 questions de la salle. C'est exactement ça. Oui, donc nos auditeurs sont très intéressés par le partenariat transatlantique dont on a pas mal parlé déjà. Donc il y a un auditeur qui est plutôt optimiste et qui se demande si finalement ces nouvelles normes imposées par ce partenariat peuvent être, est-ce qu'on peut espérer leur exportation dans d'autres régions économiques du monde. Et puis il y a un auditeur un peu plus réservé qui se demande finalement si pour l'Europe, ce partenariat transatlantique serait une chance ou peut-être aussi une menace. J'aimerais avoir votre avis sur M. Fouquin peut-être et M. Gallois sur cette question. Oui, très rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que je ne crois pas, personnellement, que le consommateur américain ou le consommateur européen soit moins sensible à sa sécurité, et même si les règles sont différentes de part et d'autre de l'Atlantique, je pense que les consommateurs dans les 2 zones ont le souci de la sécurité. Et que donc, si quelque chose est accepté comme bon pour le consommateur aux États-Unis, il est probable que ça peut être le cas aussi en Europe. Mais il y a des cas particuliers, alors c'est toujours le problème, c'est que, à mon avis, c'est vrai en général. Puis il y a un cas particulier, par exemple, des OGM. Hein. Les Européens sont la plupart des Européens sont très anti-OGM. Aux États-Unis, il semble qu'on soit moins attentif à ça. Et d'où problème. Donc il y a des cas, effectivement. On a parlé du poulet au chlore, on a parlé d'un certain nombre de pratiques qui sont admises aux États-Unis et dont on ne veut pas en Europe. Bon. Il faut savoir comment on va résoudre ça. Mais globalement, je dirais à 90%, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait moins de sécurité dans les produits et services américains que dans les produits et services européens. Mais il y a des cas particuliers où on diverge. Donc ça, c'est clair. Alors maintenant, l'autre aspect, c'était sur l'Europe. Voilà. Donc la question, c'est... à l'heure actuelle, il y a 2 méga accords qui sont en train d'être négociés, l'Atlantique et le Pacifique. Donc l'idée, c'est que si on arrive à un accord transatlantique, le point positif, c'est que les normes, les choix qui auraient été faits entre l'Europe et les États-Unis, qui dominent très largement le commerce mondial, à ce moment-là, s'imposeraient aux autres pays du monde. Donc ça permettrait de renforcer la capacité du monde occidental à imposer ces normes. Voilà. Donc de ce point de vue-là, tout le monde y gagne. Merci. Oui, également. Oui, sur le deuxième point que vient d'évoquer M. Fouquin, Mme Malmström, qui est la commissaire en charge de la négociation, elle fixe clairement, explicitement, comme objectif à la négociation, l'élaboration de normes qui devraient devenir des normes mondiales. Et c'est un des intérêts de l'accord, c'est-à-dire que dès lors que les États-Unis et l'Europe s'entendraient sur un certain nombre de normes, elles pourraient être appliquées au niveau mondial.
Alors ensuite, qui en bénéficie? C'est une affaire extrêmement compliquée, on le verra à la fin de la négociation. Est-ce que c'est l'industrie européenne? Est-ce que c'est le consommateur européen ou américain qui va en bénéficier? Je donne quelques enjeux sur les marchés publics. Les marchés publics américains, dans les comtés, dans les États, sont très peu ouverts parce qu'il y a l'America Business Act qui fait que les produits utilisés dans les marchés publics aux États-Unis doivent être fabriqués aux États-Unis. Alors il y a évidemment une partie des gens qui considèrent que c'est une manifestation de protectionnisme rétrograde parce que ça veut dire que les équipements collectifs américains ne sont pas aux meilleures normes puisqu'il n'y a que les producteurs américains qui peuvent les proposer. Mais vous imaginez les enjeux pour un certain nombre d'autres industriels qui produisent ces biens dont bénéficient et qui bénéficient à plein de l'American Business Act. Donc, est-ce qu'on va faire sauter cela? Il faut savoir que c'est un acte, c'est quelque chose qui est considéré comme mythique. Il a été première fois adopté en 1933, en pleine crise de 29, j'allais dire, juste après la crise de 33, et il a été remis au goût du jour en 1979. Et pour un parlementaire américain, remettre en cause cet American Business Act va être une affaire extrêmement compliquée. Ça, c'est un premier élément. Vous évoquez les OGM. Toute l'agriculture américaine utilise les OGM. Et je dois dire très honnêtement que des pays comme la France qui sont opposés aux OGM importent massivement des tourteaux de soja OGM pour nourrir le bétail français. Donc il va falloir que nous clarifions notre position sur les OGM. Savoir si nous sommes contre ou si nous souhaitons qu'ils soient entièrement produits aux États-Unis. Donc je pense qu'il va y avoir un débat important. Autre débat qui est extrêmement lourd, c'est celui de l'énergie. Les Américains sont devenus progressivement le premier producteur à égalité avec l'Arabie Saoudite de pétrole mondial. Grâce au gaz de schiste. Grâce au pétrole de schiste. Et ils sont devenus un très gros producteur de gaz. Mais ils n'ont pas le droit d'exporter ce pétrole. Il y a une réglementation américaine qui interdit d'exporter le pétrole brut. Si bien qu'actuellement, il y a deux marchés de l'énergie. Il y a un marché de l'énergie mondial sur lequel s'approvisionne l'industrie chimique et pétrochimique européenne et un marché américain. Les prix ne sont pas du tout les mêmes. Ils sont beaucoup plus bas aux États-Unis que dans le reste du monde. Donc l'industrie pétrochimique et chimique américaine a un énorme avantage du fait que nous ne pouvons pas accéder aux ressources pétrolières et gazières américaines. Le prix du gaz est à peu près 3 fois inférieur aux États-Unis. Est-ce qu'il est en Europe? Il était 5 fois il y a 3 ans. Hein. Donc, évidemment, c'est une différence fondamentale. Donc, tout ceci est sur la table. Vous imaginez que ça ne va pas se résoudre en quelques mois. Et il faut savoir que si on ne résout pas, on ne mène pas cette négociation sous le mandat d'Obama, qui s'achève à la fin 2016, il faudra reprendre avec une nouvelle administration. Et que pendant cette période, le Congrès américain, à tout moment, peut introduire de nouvelles demandes ou de nouvelles restrictions au mandat dont bénéficie l'administration américaine pour négocier. Bon vent. Merci. Juste sur ce que vous indiquez sur le pétrole de schiste, donc le fait on bloque aux États-Unis, c'est quand même la démonstration par l'absurde que le pays au monde qui est le plus ouvert aux échanges et aux transferts et mouvements de toute nature est celui qui pratique aussi un protectionnisme, intelligent ou pas, mais qui est réel et dans bien des domaines. Voilà, c'est un protectionnisme à l'exportation, ce qui est oui, rare. Oui, mais ça revient au même quand même. Et pour terminer, faire encore appel à votre optimisme mesuré à l'égard de l'Europe, expliquez-nous pourquoi
tout ce que vous avez évoqué bloque. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de politique énergétique européenne, notamment sur le gaz, alors que nous apportons la moitié de nos besoins? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de mise à plat de la fiscalité sur les grandes entreprises, alors que l'Irlande est à combien? 12, même 5% maintenant, 5% sur les entreprises. Et nous sommes à 38% pour les, 38% pour les PME et un peu moins pour les grands groupes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'accord? 38% pour les grands groupes et un peu moins pour les PME. Et 15% pour les, oui, pour les PME. Nous n'avons pas d'accord non plus sur le budget. Le budget de l'Europe, c'est à peine 1% de la richesse européenne. Face aux Américains, c'est quand même un handicap majeur. Et à côté de ça, on a vu des décisions aberrantes. J'ai souvenir qu'il y a une année, on avait envisagé de réduire drastiquement, voire de supprimer le programme Erasmus, qui est quand même le seul truc qui marche en Europe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas de leçon... Notamment sur le gaz. Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Je pense qu'il faut tenir compte de la nature de l'Europe, qui est une association d'États qui n'ont pas décidé d'abandonner leur souveraineté, ou tout au moins qui n'acceptent de l'abandonner que de manière limitée, notamment sur la fiscalité. Vous avez cité l'Irlande, mais je ne voudrais pas être injuste. Il faut citer aussi le Luxembourg, qui pratique la théorie des rulings. Alors le ruling, c'est très simple, c'est qu'il y a une législation fiscale, mais on peut toujours la négocier. On négocie avec le gouvernement luxembourgeois. Alors il vous dit, si vous mettez chez moi un siège de 500 personnes, je vous fais un impôt sur les sociétés qui n'est plus de X%, mais qui est de Y%. Voilà. Et donc vous avez une négociation, les grands groupes ont négocié, Amazon est logé au Luxembourg, et donc ne paye pratiquement pas d'impôts à cause de cela, mais vous avez 600 ou 700 employés d'Amazon au Luxembourg, et le Luxembourg en bénéficie. Donc, il faut certainement de l'harmonisation. Je pense qu'il faut prendre les problèmes un par un, pas essayer de tout résoudre à la fois. Sur l'énergie, le problème, c'est que l'Allemagne a pris, pour des raisons de politique intérieure et sous la pression de Fukushima, des décisions extrêmement abruptes, que ces décisions abruptes ne se sont pas traduites par une explosion des énergies renouvelables, mais par la montée du charbon dans le mix énergétique allemand, au moment même où nous posions la question de savoir quel devait être le meilleur mix énergétique à l'échéance de 2030. Donc il faut se mettre autour de la table et discuter. On sait le faire. On sait le faire, et il faut, je pense, personnellement, je pense qu'il faut aborder les problèmes un par un et pas essayer de faire un énorme paquet, parce que là, on n'y arrivera pas. Je reconnais que négocier à 28, c'est une affaire très compliquée. C'est pour ça que je pense que, mais c'est une opinion strictement personnelle qui n'engage que moi, il faudrait faire de la géométrie variable, et que lorsqu'on est capable de s'entendre à 6, 7 ou 8 États, eh bien, on fait des choses, et puis les autres se rallient s'ils ont envie de se rallier, mais on n'attend pas les autres. Parce que si on attend les 28, il y a de bonnes chances qu'on n'aille pas vite. Merci beaucoup. Je crois que nous allons rester là pour respecter l'horaire qui nous est imparti.